Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lab Quark, le podcast qui décortique l'impact des nouvelles technologies et de l'innovation dans le monde de la formation. Je reçois aujourd'hui Agnès Hou. Bonjour Agnès. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir. Donc toi, tu diriges l'offre de formation chez Abilways. Nous allons pouvoir revenir en détail sur la manière dont le groupe Abilways a relevé le défi d'intégrer les nouvelles technologies dans ses offres de formation. Ouais. Mais pour commencer, un petit défi. Donc, je vais te proposer 3 affirmations. À toi de me dire si, selon toi, elles sont vraies ou fausses et de m'expliquer pourquoi. D'accord, c'est parti. Tu es prête ? Oui. Très bien. Donc, les formations 100% digitales ont un meilleur taux d'engagement que les formations en présentiel. C'est ni vrai ni faux. Ça dépend comment on les met en œuvre. C'est toujours pareil. Ensuite, harmoniser les process dans un grand groupe comme Abilways peut limiter l'innovation. Je dirais faux, parce qu'on peut mettre en place des process qui favorisent l'innovation et surtout des méthodes de travail qui la favorisent. Donc plutôt faux. Très bien. Et enfin, la formation immersive est une solution incontournable pour les formations techniques. Non, ça dépend, c'est faux. Pour moi, ça dépend vraiment de la culture learning de l'entreprise. Dans certaines organisations, on va avoir plutôt une culture de la transmission par le mentorat, le tutorat. Dans d'autres organisations, eh bien, l'immersive learning va être plus adapté. Je pense que chaque entreprise a sa manière d'apprendre, sa culture d'apprentissage. Ce n'est pas la solution qui doit s'adapter aux méthodes d'apprentissage, c'est plutôt l'apprentissage qui se fait en fonction de la culture de chaque organisation. D'accord, donc pour toi, la culture de l'organisation n'est pas nécessairement le secteur d'activité de l'organisation. Tout à fait. D'accord. Voilà, ouais. Donc chez Abilways, tu es en charge du management de la production digital learning, de la conception des parcours de formation sur mesure. Blended. Tu es également en charge de l'aspect réglementaire, donc tout ce qui est Calliope et la stratégie des titres aussi. Oui, c'est ça. Et de l'offre de formation catalogue de plusieurs des marques du groupe aussi. D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, quelles ont été les grandes étapes, en fait, en termes d'innovation qui ont façonné le monde de la formation et qui en ont fait ce qu'il est aujourd'hui ? Alors, la question est vaste. Je te propose de commencer au Covid, de mettre un peu un an zéro au Covid. Je pense qu'un groupe comme Abilways, avant le Covid, était très orienté sur tout ce qui est formation synchrone. Notre catalogue de formation, c'était 2 jours de formation présentielle, c'était le standard, en inter, même en sur-mesure finalement. Le Covid a... Alors, je n'ai pas parlé de cette période-là, ça a été vraiment pour moi une période de test and learn pour tous les acteurs de la formation de manière générale. Post-Covid, on s'est retrouvés dans un monde globalement du learning qui voulait beaucoup de digital. Alors derrière le mot de digital, il y avait à la fois le mot de digital asynchrone, tout ce qui est e-learning, immersive learning, etc. Et puis le digital synchrone, les classes virtuelles. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde ou dans une manière d'apprendre où les participants attendent de la personnalisation, à la fois de pouvoir choisir leur mode de formation, c'est-à-dire de choisir est-ce que je me forme en présentiel, en distanciel, en synchrone, en asynchrone, est-ce que je veux un mélange des deux, est-ce que je veux aussi avoir un parcours qui me correspond, c'est-à-dire qu'on m'oriente en fonction de mes compétences vers tel ou tel granule de formation. Ça demande une adaptation pour nous en tant qu'organisme de formation. Et puis on constate aussi sur le marché un rétrécissement du temps, c'est-à-dire une vraie nécessité d'acquérir des compétences rapidement et une attente de l'apprenant et des entreprises de pouvoir former rapidement les collaborateurs au sujet auquel ils doivent se former. Il y a aussi plein d'autres sujets qui sont importants pour nous aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi un retour à l'essentiel qui est de se dire à quoi sert la pédagogie. Parce qu'il y a quand même un resserrement des budgets dans les entreprises. On le voit pour 2025. Je pense que ça va être important pour nos clients responsables formation. Et il y a également en même temps un vrai retour à se dire quel impact va avoir la formation et un retour sur l'essentiel de à quoi sert la pédagogie et quel retour sur investissement je vais avoir avec la formation et quelle véritable montée en compétences je vais obtenir pour mes collaborateurs. Et du coup, c'est très intéressant que tu le mentionnes parce que quels sont les indicateurs qui aujourd'hui te permettent d'évaluer si une formation a atteint ses objectifs, si elle est performante
Oui. Alors, il y a plein de manières d'évaluer la qualité de la formation. Tu disais tout à l'heure que je faisais partie des référents réglementaires, donc on ne va pas parler de Calliope, qui est quand même, qui nous aide aussi à ce titre-là. Mais ce qui est important pour moi quand on va mettre en place une formation, c'est de pouvoir évaluer est-ce que la personne a acquis des compétences qu'elle va pouvoir mettre en œuvre réellement à son poste de travail entre le début et la fin de la formation. On ne va pas en formation aujourd'hui pour s'y triturer les méninges et se faire plaisir intellectuellement. L'objectif, c'est vraiment de monter en compétences pour être plus opérationnel dans son job au day-to-day. Voilà, alors comment on le mesure? C'était ça la question. On va pouvoir mettre en place des systèmes d'évaluation des compétences avant, après. Il peut y avoir des évaluations par le formateur. Il peut y avoir l'évaluation de la formation elle-même par l'apprenant. Et puis, et surtout, aujourd'hui, ce qui peut être attendu par les apprenants et aussi par les entreprises, c'est d'avoir des certifications. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup chez Abilways. Le but étant de pouvoir certifier les compétences et que ces compétences soient reconnues sur le marché ensuite. Et est-ce que justement, pour arriver à ce résultat-là, vous vous êtes adossé aux nouvelles technologies? Si oui, lesquelles? Est-ce que tu as des exemples de cas d'usage concrets qui vous ont permis de monter en compétence sur cette partie? Sur l'évaluation des compétences? Oui, alors on utilise pas mal notre plateforme LMS, on est en train d'en changer là actuellement, pour pouvoir proposer des systèmes d'évaluation qui soient un peu plus adaptés et modernes aux attentes des apprenants. Donc c'est des systèmes de quiz adaptatifs. Et puis on va pouvoir également proposer, en fait nous on travaille surtout sur le fait de pouvoir proposer des modules des modules personnalisés en fonction de l'évolution du collaborateur. Et donc aujourd'hui, dans nos formations, même je vais dire ce qu'on déploie le plus, c'est des formations ce qu'on déploie en masse, j'ai envie de dire, des formations catalogues. On propose des contenus complémentaires qui vont permettre à chacun d'aller chercher plus en fonction de ce dont il a envie. C'est ça le sujet en fait sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui. Alors la technologie est une aide là-dedans, dans le sens où elle nous permet de mettre à disposition facilement du contenu à disposition des apprenants et de créer plus facilement ce contenu. Alors tout en étant garant, on ne parle pas de créer du contenu en masse sans contrôle, mais que nos experts puissent créer du contenu plus facilement. Et ça nous aide vraiment, les nouvelles technologies, je pense à l'IA notamment. Oui, à l'IA notamment, et est-ce que tu peux développer un petit peu? Te donner un exemple de ce qu'on fait. Par exemple, on a une formation devenir journaliste au CFPJ. Sur cette formation-là, traditionnellement, c'est une formation qui permet de reconvertir des gens professionnels qui souhaitent se former au métier de journaliste. Jusqu'à présent, 3 mois de formation en salle, avec des formateurs, journalistes qui viennent et un diplôme, une certification à l'issue de ce parcours de formation. Tout était en synchrone. Aujourd'hui, on a rajouté du podcast pour aller plus loin sur des sujets notamment juridiques liés au droit du journaliste, droit à l'image, droit de la presse. On propose également des contenus e-learning sur l'écriture journalistique. On va proposer des quiz pour s'auto-évaluer et travailler ses compétences au long de la formation. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a encore 2 ans, où la formation était pleinement synchrone. Pleinement synchrone, d'accord. Donc c'est vrai que là, on se rend compte que ça amène une plus-value. Vous avez déjà des retours positifs de la part des personnes qui peuvent bénéficier justement de ces dispositifs-là? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le fait de pouvoir, sur des sujets par exemple très techniques comme le droit de la presse, avoir le podcast que l'on peut écouter, réécouter, on fournit avec le script du podcast que la personne peut surligner, etc. Les participants apprécient beaucoup parce que une formation en droit à laquelle ils assistaient pendant 2 jours au milieu de tous les autres sujets journalistiques est un peu lourd, assommant, et ça ne permettait pas forcément d'y revenir plusieurs fois. Là, ça leur permet vraiment d'y revenir plusieurs fois. Et donc,
par rapport à ça, ils apprécient vraiment. C'est vrai. La liberté d'usage, c'est vrai que ça permet aussi de s'intégrer plus facilement dans le quotidien. Oui. Et du coup, ça offre une souplesse aussi, je pense, qui effectivement permet d'avoir une mise en réceptivité sans doute positive aussi par rapport à des notions qui vont être assez techniques par la suite. Et pour en revenir aux nouvelles technologies, est-ce que chez Abilways, vous avez mis en place une cellule de veille pour pouvoir vous tenir informé de ce qui sort dans le monde de e-learning et pouvoir être certain de ne pas passer à côté d'une évolution qui pourrait vraiment être très bénéfique? Comment vous travaillez par rapport à tout ça? Ah oui, c'est une question intéressante puisque la veille est essentielle dans nos métiers. Ça évolue tellement vite, surtout cette année, ces dernières années. En fait, chez nous, tout le monde est concerné par la veille. On n'a pas une cellule spécifique qui va travailler sur la veille. Toute la direction de l'offre est concernée par la veille. On a deux grands domaines de veille. La veille métier, chacun sur ses domaines d'expertise, et la veille pédagogique, que tout le monde fait. Et on préfère organiser des moments de rencontre où on va partager cette veille. Donc, il y a des réunions qui sont dédiées, spécifiques, où on va partager les veilles, on va expliquer ce qu'on a vu, et on va réfléchir à l'intérêt ou pas d'adopter des nouvelles méthodes pédagogiques, des nouvelles technologies, parce que l'innovation, ça peut ne pas être de la technologie. Bien au sûr. final, ça peut être autre chose. Donc, on réfléchit ensemble à l'opportunité ou pas d'utiliser et d'exploiter ces évolutions, ces innovations que l'on voit. Et à partir de là, on prend nos décisions. Mais on a vraiment voulu que ce soit tout le monde qui contribue et tous pédagogues finalement au sein du groupe. D'accord. Dans un souci d'adhésion, j'imagine aussi, faire en sorte de faire participer les gens pour qu'ils puissent définir avec vous aussi la roadmap et qu'ils se sentent vraiment dès le début intégrés dans la réflexion et amènent aussi du coup leurs propres besoins, parce que tu parlais des métiers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des métiers? Oui, alors chez Abilways, on forme sur de nombreux métiers. Je parlais des journalistes tout à l'heure, les communicants, les marketeurs, les commerciaux, et puis les métiers du droit, du chiffre, etc. Donc de nombreux métiers. Et l'IA, par exemple, si tu parles des nouvelles technologies, a beaucoup fait évoluer chacun de ces métiers. Si je prends une marque comme Pyramide qui forme sur tout ce qui est graphisme et communication graphique, l'intelligence artificielle est arrivée dans tous les logiciels de graphisme. Tous les logiciels Photoshop, After Effects, toute la suite Adobe. Pour les graphistes, l'IA, c'est une vraie révolution, ça a des vrais apports, ça peut amener des craintes aussi. Et donc, nous, notre choix, par rapport à l'IA, par exemple, ça a été de former les gens dès le départ. On a commencé très tôt avec une formation qui était s'initier à l'intelligence artificielle, avec l'idée de se dire il ne faut pas en avoir peur de ce sujet de l'intelligence artificielle. Il faut vraiment s'en emparer, découvrir ce que c'est, pour pouvoir décider comment on l'utilise, quel usage on en fait, et est-ce qu'on a envie vraiment de le rejeter ou pas. Et donc, on a eu une vraie volonté sur chacun des métiers de se dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut amener, et nous, en tant qu'organisme de formation, à quoi on doit former les gens pour les aider à préparer demain en utilisant l'intelligence artificielle. Donc je suis communicant, je peux utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu, pour créer de l'image, peut-être. Mais d'ailleurs, quel est le droit? Donc on va étudier aussi le volet du droit à l'image, etc., droit à la propriété intellectuelle. Et les nouvelles technologies amènent aussi une vraie nécessité pour les collaborateurs de monter en compétences et d'apprendre des choses nouvelles. Et l'IA, je pense, challenge beaucoup les métiers aujourd'hui. Bien sûr. Ça nous challenge, nous, en termes de learning, parce qu'elle intervient dans toutes les étapes de la conception, même pendant les formations en synchrone, mais ça challenge tous les métiers, finalement. Donc on parlait de la cellule de veille où tu nous disais que c'était donc très collaboratif, où on avait des besoins qui émergeaient directement des métiers, donc des personnes, j'imagine, qui se retrouvent face à une problématique et qui se demandent comment être le plus performant. Est-ce que là, toi, en tant que manager, tu arrives à être force de proposition, tu arrives à transmettre aussi ton propre savoir en la matière? J'imagine que tu dois toi-même te former, te maintenir informé du moins assez régulièrement.
Oui, alors moi, je me forme moi-même, je m'informe et puis je manage des experts, c'est-à-dire que je manage des responsables d'offres sur des sujets d'expertise, donc qui eux-mêmes s'intéressent à ce qu'apporte l'IA sur leur domaine. Par exemple, je vais avoir un journaliste qui s'intéresse à quel est l'impact de l'IA sur le métier du journalisme, une collaboratrice qui est sur l'offre de l'ISM, de l'Institut supérieur du marketing, pardon, qui va s'intéresser à quel impact de l'IA dans le marketing. Donc il y a à la fois pour nous le challenge de se former soi-même sur l'intelligence artificielle. Alors on a la chance d'avoir des formations dédiées à ça, on peut y aller autant qu'on veut, mais à la fois de comprendre quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur un peu tous ces métiers, en tout cas pour moi, sur tous les métiers de mon périmètre, tous les métiers sur lesquels interviennent mes collaborateurs, et pour qu'ensemble on puisse se dire, mais pour les gens que l'on forme, quel est l'avenir demain, de quoi ils auront besoin demain pour rester compétitifs, pour conserver leur employabilité dans un monde qui utilise l'intelligence artificielle en masse. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils doivent savoir l'utiliser pour une simple efficacité professionnelle, puisqu'on pourrait dire, ben voilà, on va former les gens l'IA, l'efficacité professionnelle avec l'usage de l'intelligence artificielle, et j'apprends à faire des prompts, j'apprends à gagner du temps dans mon travail au quotidien, la génération de tableaux Excel, la génération de textes ou que sais-je. Ou alors, est-ce qu'on se dit l'intelligence artificielle a vraiment un impact différent, avec un usage différent suivant les métiers. Voilà. Alors nous, on a choisi de se dire que oui, l'intelligence artificielle a un impact qui est un peu différent en fonction des métiers. C'est-à-dire que c'est vrai, ça aide et ça vient apporter un plus en termes d'efficacité et d'efficacité personnelle et professionnelle. Mais si je suis en marketing, je ne vais pas en faire tout à fait le même usage que si je suis journaliste ou que si je suis graphiste ou si je suis juriste. Bien sûr. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, on a choisi d'avoir des formations dédiées pour chacun des métiers. Et pour moi, en tant que manager, ça me challenge beaucoup, puisqu'en fait, il faut s'intéresser à la fois comprendre pour soi, faire du test and learn, bien sûr, apprendre comment ça marche, comprendre, et puis se dire, mais les autres, comment pourraient-ils l'utiliser? Bon, voilà, c'est un peu le double challenge. Et je pense que tu me demandais si je challengeais mes équipes. Oui, je les challenge, mais elles me challengent presque autant que moi je les challenge, en vérité. Oui, c'est un cercle vertueux, finalement. C'est ça, exactement. C'est un cercle vertueux. Et est-ce que tu as ou vous avez des critères de sélection qui vont vous dire, bon, bah voilà, on a un besoin, il y a une innovation qui pourrait répondre à ce besoin, on va le tester. Qu'est-ce qui va faire que vous décidiez d'y aller ou non, de l'industrialiser par la suite? Oui. Alors, il y a deux critères qui nous font dire qu'on va y aller ou pas. Le premier critère, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un besoin marché ou un besoin client qui nous vient. Le deuxième grand critère, ça va être une conviction qui nous est propre, de nous dire ce sujet-là, il est important. Par exemple, sur l'IA, à un moment donné, on se dit ce sujet-là est important, on lance notre formation, s'initier à l'intelligence artificielle. On a mis 6 mois à lancer les autres derrière, parce qu'on avait commencé là-dessus assez tôt. Et puis, une fois que ça est fait, qu'on s'est dit, bon, on y va, il y a 2 autres points qui sont importants pour nous. C'est le sujet, est-ce que c'est scalable? Est-ce que c'est industrialisable? Puisqu'on doit pouvoir quand même développer et mettre en place la chose en masse. Bien sûr. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que ça va être rentable? Il y a quand même une nécessité de rentabilité dans nos domaines. Donc, pour ça, on peut tester et après, on voit est-ce que quand le sujet vient d'une conviction personnelle, c'est là qu'on se dit, bon, on teste, on met en œuvre et on voit la rentabilité, l'intérêt réel du marché sur l'innovation qu'on a voulu proposer. On fait aussi parfois des choix de ne pas faire ou de faire avec des partenaires. D'accord. Puisqu'en fait, sur tout ce qui est digitalisation, ça demande de l'investissement, du temps et du développement technologique. Sur certains sujets, si je prends par exemple, tu parlais tout à l'heure d'immersive learning, si je prends ce sujet-là, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus. Donc si on veut travailler en immersive learning pour un de nos clients, on va aller travailler avec un prestataire qui est spécialisé sur le sujet et en fonction du besoin du client.
D'accord. Et est-ce que vous avez déjà renoncé à utiliser certaines technologies ou certaines intelligences artificielles parce que malgré une phase de test qui était plutôt positive, à l'usage, au moment de la scalabilité, donc de l'industrialisation, de diffuser en masse vraiment ces pratiques, vous vous êtes rendu compte que ça ne correspondait pas nécessairement à votre organisation ou aux besoins de vos clients? Alors non, on n'a jamais renoncé parce que ça ne correspondait pas aux besoins d'un client. On a renoncé une fois pour des raisons techniques et technologiques. On a voulu commencer assez tôt, c'était sur la marque Pyramide, une formation sur la production de contenu pour la réalité virtuelle. Donc c'était à la fois produire le contenu, pouvoir le lancer dans des casques et lancer des expériences immersives. Et en fait, on a fait ça peut-être un peu tôt et on a rencontré, en tout cas nous, on n'était pas tout à fait mûrs pour ça. Il y avait une demande de nos clients, mais on a rencontré des difficultés de matériel, de configuration matérielle, surtout face à une formation dans laquelle on avait des clients qui chacun utilisait un peu sa technologie. Et donc, c'était plus une question, j'ai envie de dire SI, informatique, qu'une question de volonté qui nous a fait arrêter sur ce sujet-là. D'accord, très bien. Et est-ce que tu penses que tu pourrais avoir des exemples vraiment concrets dans le cas où une nouvelle technologie a impacté votre offre de formation? Ah. Peut-être pour répondre à ta question qui est finalement à quel moment on a eu une rupture technologique liée ou une innovation technologique marquante liée aux nouvelles technologies. Je pense à l'immersive learning. C'est-à-dire que Abilways était traditionnellement plutôt une entreprise qui faisait du synchrone et de l'e-learning. Pour un client qui voulait pouvoir rassembler des gens venus d'un peu toute la France, on a proposé et mis en place un séminaire dans le monde virtuel. D'accord. Et donc ça, pour nous, ça a été, on peut dire, une rupture, c'est-à-dire qu'on s'est lancé sur un sujet qu'on ne maîtrisait pas, qui est l'immersive learning, en rassemblant 400 personnes dans un monde virtuel pour faire de la formation. Mais j'ai envie de dire, en fait, finalement, pour nous, enfin en tout cas pour moi, oui, et pour Abilways, le sujet, c'est toujours la pédagogie. C'est qu'est-ce qu'on veut faire, vers quoi on veut amener l'apprenant. Et le but, c'est de jamais oublier l'objectif pédagogique. La technologie vient au service de cet objectif pédagogique. Et là, on a utilisé la réalité virtuelle. Et pour nous, ça a été un déclic de se dire, on peut vraiment faire des choses très sympas, qui répondent à des objectifs pédagogiques de façon très différente. C'est peut-être, pour parler technologie, une vraie rupture dans ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. D'accord, très bien. Et tu interviens aussi beaucoup sur le marketing de l'offre de formation. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu ? Oui, tu parler du marketing. Le marketing de l'offre, c'est essentiel pour l'engagement des apprenants. Et puis, je pense que c'est essentiel pour les entreprises en interne pour faire connaître leur offre, puisque bien souvent, les responsables formation, les responsables d'académie interne conçoivent des programmes de formation qui sont très sympas, mais qui ne sont pas forcément bien vus ou bien connus de leur public, des apprenants. Donc, le marketing de la formation va pouvoir aider à faire connaître cette offre et favoriser l'engagement des apprenants. Donc, on parle à la fois de marketing stratégique, donc toute la réflexion, la partie réflexive, et le marketing opérationnel, donc c'est-à-dire, pour être concret, on va aller définir sa cible. Et je pense que ça, souvent, c'est trop peu fait. Donc, parfois, on va parler de persona. En tout cas, la cible, ce n'est pas une fonction. Et c'est bien souvent l'erreur qui est faite quand on veut commencer à travailler le marketing de la formation. La cible, c'est-à-dire définir vraiment qui sont mes apprenants, qu'est-ce qui les motive, quelles sont leurs difficultés et qu'est-ce qu'ils font vraiment au quotidien, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'est ça qui va permettre, en travaillant bien cette cible, de savoir quel est le type de formation et donc de construire son produit
finalement. La cible, le produit. Le produit, c'est quel type de formation je vais proposer pour ma cible, quelle modalité d'apprentissage. On parlait en introduction de la réalité virtuelle et je te disais, c'est juste une modalité. Hein. Est-ce que je vais faire de la réalité virtuelle? Est-ce que je vais faire du présentiel? Est-ce que je vais faire de la classe virtuelle? Est-ce que je vais faire du mentorat? Est-ce que je vais faire une learning expédition? Voilà, c'est en ayant étudié ma cible que je vais déterminer la modalité d'apprentissage, que je vais déterminer le contenu de ma formation, le rythme de ma formation, etc. Je vais modéliser mon produit. Le mot est assez moche, mais bon, c'est le terme marketing. Voilà. Et ensuite, à partir de là, il va falloir trouver le moyen de communiquer vers mes apprenants pour pouvoir les intéresser à mes sujets de formation, faire connaître mon catalogue de formation. Et d'ailleurs, on peut utiliser la formation pour faire connaître sa formation. Je pense que c'est aussi un bon moyen, hein, c'est-à-dire produire des contenus courts qui vont amener à s'intéresser aux différents sujets. Si je prends le sujet, pour être concrète, le sujet de la cybersécurité, qui est un sujet qui intéresse toutes les entreprises aujourd'hui, il y a des tests de phishing qui peuvent être faits pour sensibiliser au sujet de la cybersécurité. Et puis derrière, on va pouvoir proposer, inciter à venir en formation, inciter à avoir la complétude de son parcours e-learning, etc. Donc ça, c'est toute la partie communication. Et j'ai envie de dire, le Saint Graal, finalement, c'est quand on a réussi à générer des ambassadeurs qui vont faire la promotion de nos formations et le bouche à oreille va se faire tout seul parce que le parcours était bien fait, intéressant, engageant. Du coup, aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, comment est-ce que tu arrives à avoir l'intuition de la façon dont, enfin, c'est pas qu'une intuition parce que c'est forcément aussi de l'empirisme, hein, mais dont tu vas pouvoir concevoir une formation et décider du curseur où tu places le présentiel, l'asynchrone, des choses qui sont plus innovantes. Comment est-ce que cette ingénierie pédagogique, en fait, tu réussis aujourd'hui à en faire une vraie force pour Abiliways? C'est par la connaissance du client, puisqu'en fait, l'important, c'est de connaître. Chaque organisation, chaque entreprise a sa culture d'apprentissage. Alors, c'est très amusant, parce que quand on organise de formation, on reçoit de nombreux cahiers des charges, et souvent, dans les cahiers des charges, c'est marqué, il est indiqué que l'on souhaite une innovation pédagogique. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, innovation pédagogique? Est-ce que se dire que je vais utiliser Kahoot dans une formation, c'est de l'innovation pédagogique? Ou est-ce que utiliser de l'immersive learning, c'est de l'innovation pédagogique? Est-ce que utiliser du jeu en formation et faire un jeu de cartes, c'est de l'innovation pédagogique pour le client? Je ne sais pas, ça dépend de l'entité. Donc en fait, l'important pour nous, c'est de bien connaître nos clients, de bien échanger avec les responsables formation. Et le curseur, je pense que je l'ai bien mis au bon endroit quand je sais que pour telle entreprise, la culture d'apprentissage, elle est celle-là. Et donc que j'ai proposé le bon combo qui va permettre de répondre aux besoins de la cible identifiée dans l'entreprise en question. Et pour ça, du coup, tu dois quand même être bien informé aussi de la culture d'entreprise. Comment tu réussis à avoir justement cette vision? Alors, on s'aide, chez Abiliways, on a la chance d'avoir des commerciaux, donc on s'aide des commerciaux qui connaissent leurs clients et puis des dispositifs qu'on a déjà déployés chez nos clients. Hein, quand on travaille avec des grandes entreprises comme SNCF, Orange, Cultura, on a de nombreuses références chez eux, on est intervenu plusieurs fois, donc on sait, et on a des relations de partenariat avec nos clients, donc on sait avec eux comment ils aiment apprendre et on arrive du coup à jauger ce qui est important. Quand je travaille avec Cultura, je sais que la dimension jeu est essentielle. C'est dans l'ADN de l'entreprise. Voilà. Bien sûr. Quand je vais travailler avec la Société Générale, on va être parfois on travaille plus sur des sujets de communication, sur des formats un peu plus classiques de 2 jours. Ça dépend vraiment de la culture d'apprentissage. Si je travaille là on travaille avec la SNCF sur tout un programme de formation, il y a des gens qui viennent de la France entière, eh bien on va peut-être proposer une ressource asynchrone avant, mais faire une partie présentielle ou classe virtuelle où on va faire du webinaire parce que ça correspond à cette cible qui est dans toute la France. D'accord. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir justement un client, on ne va pas les citer, hein, mais qui avait envie d'une innovation pédagogique sans la définir, hein, ce dont tu parlais, et pour lesquels toi tu t'es dit, ou ton équipe et toi, vous vous êtes dit, mais là, nous, d'un point de vue pédagogique, on n'y voit pas d'intérêt, on voudrait proposer autre chose? Oui. Oui? Oui.
Le client l'a entendu? Ça passe ou ça casse. Ah, oui, voilà. Ça passe ou ça casse, oui, oui. Alors, on a des exemples en fait, de demandes qui sont formulées de manière, bah voilà, on veut former toute une population dans tel cadre, donc on comprend que c'est du synchrone, le client veut que ce soit du synchrone, on comprend à travers ce qu'il dit que ça va plutôt être 2 jours en formation, plus peut-être une capsule e-learning et éventuellement de l'accompagnement individuel. Voilà, on comprend ça dans sa demande et finalement, on a proposé des séminaires. Pourquoi? Parce que pour nous, ça nous paraissait plus adapté. Ça nous paraissait plus adapté à son besoin de déployer rapidement. L'exemple que j'ai en tête, on avait 300 managers à former dans un laps de temps qui était plutôt court, hein, qui était idéalement de 2 mois, et sur un sujet qui était plutôt un sujet où il fallait arriver à amener du sens, à porter le changement. Donc nous, on a favorisé les séminaires pour favoriser aussi l'apprentissage entre pairs et puis pouvoir renforcer cette communauté managériale qui risquait de se trouver un peu en difficulté face à ce changement apporté. Donc vous avez vraiment fait votre devoir aussi de conseil. C'est ça, exactement. Et pas seulement de réalisation d'une prestation de e-learning. Et les retours ont été positifs? Oui, les retours ont été très positifs. Alors les clientes au départ étaient un peu stressées, j'ai envie de dire, parce que c'est un gros challenge quand on rassemble 100 managers dans une salle pour aborder un sujet de transformation et dire à des managers qui vont devoir porter un changement. Mais on a beaucoup travaillé en collaboration. Et, enfin, pour moi, c'est essentiel, et pour Abilways, c'est essentiel, c'est de travailler en collaboration avec les clients pour pouvoir adapter la formation à l'objectif attendu. Mais c'est vrai que cette dimension de co-construction est très importante dans le e-learning, hein, puisqu'il peut arriver d'avoir des clients qui sous-estiment finalement la part d'implication et de disponibilité dont nous-mêmes, on peut avoir besoin pour réaliser les parcours dont eux ont besoin et pour lesquels ils nous sollicitent. Oui. Et on se rend compte que c'est vrai que, d'une manière générale, quand il y a de la co-construction, il y a souvent des résultats qui sont très satisfaisants de part et d'autre. C'est vraiment comment tu gères ça dans la période de cadrage quand tu as un client et qui te sollicite pour une formation? Alors peut-être qu'on peut parler e-learning du coup, puisque tu as lancé le sujet. C'est vrai qu'en e-learning, alors soit on a en face de nous des entreprises qui connaissent bien le domaine du e-learning, qui sont eux-mêmes chefs de projets digitaux, et là la discussion est plutôt facile, même dans la phase de cadrage, pour arriver à se comprendre. Pour moi, l'important dans ces cas-là, et ce que j'ai envie de dire à tous les chefs de projet digital learning qui travaillent avec des organismes comme le nôtre, c'est de bien se mettre au clair sur le vocabulaire, parce qu'en fait, on fait le même métier, mais parfois on n'a pas le même vocabulaire ou on ne met pas forcément le même sens derrière les mots. Mais en général, la phase de cadrage se passe plutôt bien, parce que d'une part et d'autre, il y a une volonté de co-construction et chacun sait ce que ça implique de mettre en place un projet e-learning. C'est plus compliqué quand on travaille avec des directions learning qui n'ont pas de spécialisation e-learning, qui n'ont jamais monté un e-learning eux-mêmes et donc qui se disent co-construction, mais qui ne s'imaginent pas tout ce que ça implique de monter un e-learning en termes de temps. Parce que finalement, avec un e-learning, une fois que c'est créé, j'allais dire même presque codé, le changement, la modification ne se fait pas comme ça. Alors si j'ai monté une vidéo et que je soumets un script vidéo, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour le client d'avoir une lecture qui amène à se dire je lis le script vidéo et je me dis voilà, ça va donner ça en vrai. Le script correspond bien à ce que je veux. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est assez compliqué. Et donc, on a un vrai sujet dans la phase de cadrage de pouvoir bien expliquer quelles sont les différentes phases d'un projet e-learning, l'importance des relectures, et ça, j'insiste vraiment là-dessus, et d'avoir une relecture à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme, pour pouvoir se projeter. Voilà. Et pas hésiter à poser des questions quand on n'est pas sûr, et vraiment caler dans son agenda des temps de relecture, parce que c'est très très long de relire un e-learning. C'est très très long, sur les différentes phases, à la fois de script, de storyboard, etc. Et est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir justement une innovation qui permettrait de fluidifier,
permettre aux clients du e-learning de se projeter en amont avant justement qu'il y ait toute la phase de production, de tournage si c'est une vidéo avec des comédiens, de pouvoir au moment où il y a le storyboard ou le script ou le synopsis, avoir plus de facilité à s'imaginer le résultat final. Oh, il y a des outils aujourd'hui, en fait on peut faire de la production digital learning dans des outils qui permettent d'avoir des prévisualisations. Parce que traditionnellement, alors moi quand j'ai commencé en e-learning, on faisait notre script, c'est-à-dire qu'on écrivait en gros tout le contenu en disant il y a une première page qui va dire ça, et puis là il y aura un bouton, et là il y aura une deuxième page sur laquelle il va y avoir ça, et puis là il y aura un bouton, puis là on verra une vidéo. Bon. Un peu difficile de se projeter quand on n'a jamais fait du e-learning. Et puis après, on faisait la phase de storyboard. En gros, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est comme un PowerPoint qui image à quoi ça va ressembler, mais c'est toujours pas le résultat final. Bon, pas toujours facile pour le client non initié de se projeter. Mais aujourd'hui, il y a des logiciels d'intégration qui permettent directement d'avoir une prévisualisation assez rapide de ce qu'on voudrait faire. Ce sont des choses que vous utilisez, vous, dans la conception? Oui, on utilise. On travaille avec des partenaires comme Quark, par exemple, qui utilisent ce genre d'outils. Je pense que c'est important aussi, avant, en phase de cadrage, de montrer des exemples et des illustrations de ce que l'on fait pour que le client puisse avoir une image de ce à quoi ressemblera son e-learning à la fin. Puisqu'en fait, chacun mettant des choses différentes derrière les mêmes mots, si je dis je vais faire une vidéo en motion, je peux montrer un exemple de vidéo motion, même si ce n'est pas celle du client, pour qu'il voit qu'est-ce que c'est une vidéo motion, qu'est-ce que j'entends par là et à quoi ça peut ressembler au final. Oui, c'est surtout important dans le cadre où effectivement on est face à des clients qui n'ont pas encore l'expérience d'avoir piloté une formation e-learning côté client et qui sont vraiment dans l'inconnu. Exactement, oui, et finalement ça arrive assez fréquemment, ou qui en ont fait assez peu, donc ils ont une vision de la façon de fonctionner qui n'est pas la même que la nôtre. Le cadrage est toujours une phase très très importante pour travailler ensemble. C'est la phase où on se met d'accord sur comment on travaille, sur quoi on va travailler et comment on va travailler ensemble. Bon, c'est de la gestion de projet, finalement. Oui. Voilà. J'ai tendance à penser que ça permet aux deux parties de grandir et de monter en compétences. Aussi bien nous, parce qu'on s'adapte à chacun de nos clients qui ont toujours une vision des dispositifs, de la disponibilité, une activité, des ambitions qui sont différentes d'un client à l'autre. Et le client aussi, ça lui permet aussi de comprendre davantage, pas seulement d'avoir son e-learning, mais de savoir aussi comment on peut mettre en place le process pour pouvoir aboutir à quelque chose qui va être vraiment avec une vraie plus-value pour les apprenants au bout du compte. Oui, tout à fait. Et du coup, Agnès, vu qu'on démarre l'année, en 2025, comment tu vois les grands challenges pour ta partie chez Abilways? Les grands challenges 2025. Alors, pour nous, l'objectif, c'est de continuer à innover et finalement de continuer à s'adapter aux attentes du marché. Ça fait plusieurs années Alors, ça fait 3 ans à peu près chez Abilways qu'on travaille autour de 3 axes. Le premier, c'est simplification. Deuxième, CPFisation. Le troisième, digitalisation. Simplification, alors on n'est pas là pour dire qu'on va faire une offre de formation qui est plus pauvre. L'idée, c'est plus de proposer une offre plus lisible, toujours plus claire pour les clients qui s'y retrouvent plus facilement. Et puis aussi, derrière ça, on met aussi simplification un peu de nos process et de nos manières de travailler en interne, parce que plus c'est simple pour nous en interne, plus c'est lisible pour nous en interne, plus ça le sera pour nos clients en externe. CPFisation, l'idée étant à la fois de proposer à nos clients de pouvoir financer leur formation et également de proposer des titres certifiants pour valoriser les compétences. Et le troisième axe, digitalisation, puisqu'aujourd'hui, on a une véritable volonté de permettre aux gens d'apprendre à leur rythme. On parlait en introduction de personnalisation, c'est-à-dire que demain, tu as peut-être envie de te former au marché public. Tu peux vouloir te former en venant en salle, tu peux vouloir te former en e-learning, peux vouloir te former en ayant des parties synchrones, des parties asynchrones et des parties de coaching, des parties de formation en coaching. Donc voilà, c'est vraiment ça autour de la digitalisation, c'est de pouvoir permettre à chacun d'apprendre à son rythme et avec sa propre manière d'apprendre et monter en compétences. Quelle est l'innovation dans le domaine du learning qui a le plus d'impact aujourd'hui? C'est l'intelligence artificielle.
Je ne pense pas trop me tromper, puisque l'intelligence artificielle intervient sur tous les fronts. Hein. Ouais. Elle intervient... alors, si je parle de formation asynchrone, tout ce qui est e-learning, là, c'est évident. Il y a même aujourd'hui des solutions qui permettent de mettre tout le contenu dans un outil et d'en faire ressortir en bout de chaîne un e-learning en un claquement de doigts. C'est extraordinaire. On n'aurait jamais pensé ça il y a 4-5 ans, quand on était avec nos fameux story scripts, storyboard, synopsis et compagnie. Donc, c'est un véritable impact. C'est un impact aussi sur la personnalisation de l'apprentissage, sur le fait de pouvoir, dans les universités, pour répondre aux questions des étudiants, on peut mettre en place des chatbots, c'est déjà fait dans certaines universités américaines et certainement en France, mais je n'ai pas les exemples en tête, mais de pouvoir répondre aux questions du quotidien des étudiants. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui le permet. Donc, le champ des applications dans le digital learning est infini, mais c'est aussi utilisé en formation synchrone. C'est-à-dire que personne n'y échappe finalement. En formation synchrone, mettons une formation en salle, le formateur peut préparer sa formation et ses supports avec l'aide de l'intelligence artificielle. Il peut bien sûr préparer ses outils d'évaluation, ses quiz. On peut créer un jeu pour une formation avec l'intelligence artificielle, hein, même un jeu de cartes ou voilà. Et on est confronté aussi à une chose qui est les stagiaires en salle. Qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour répondre voilà, aux questions du formateur. Le formateur qui va dire, je sais pas, formation en management, bon, alors vous vous trouvez dans telle situation et vous devez appliquer la méthode DESC pour recadrer votre collaborateur. On a des stagiaires qui vont faire un prompt direct, ils sortent le desk au lieu de faire ce qu'attendait le formateur intuitivement, qui était de réfléchir. Donc maintenant, on l'inclut aussi dans les formations, l'usage de l'intelligence artificielle, pour se dire, même si ce n'est pas une formation dédiée à l'intelligence artificielle, mais de se dire, ben voilà, qu'est-ce que le prompt nous sortirait, comment on peut s'aider de l'IA pour résoudre ce sujet-là. D'accord, donc en fait, vous n'êtes pas dans la, entre guillemets, sanction de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais plutôt dans l'accompagnement pour pouvoir monter en compétence sur le sujet et en sortir des réponses qui sont quand même pertinentes, puisque l'exercice à la base est quand même de pouvoir avoir un résultat qui réponde à la problématique et du coup vous accompagnez les apprenants dans cette possibilité-là. Exactement. Donc ça, c'est très chouette. Pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a très tôt, on a formé tous nos formateurs. On a monté une session de formation, une soirée avec tous nos formateurs, lors desquels on les a formés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a également, on forme nos formateurs régulièrement chez Abilways avec une cellule qui est dédiée et on les aide là-dessus, à utiliser l'IA et à l'utiliser pour la formation et en formation, parce que c'est quand même déstabilisant quand on est formateur. Alors maintenant, moins, on est habitué, mais il y a 1 an et demi, quand le formateur est en salle et qu'il demande de faire l'exercice et que quelqu'un lui donne la réponse en 2 temps 3 mouvements avec un prompt, la première fois, le formateur est quand même un peu déstabilisé. J'imagine bien. Non, mais c'est une bonne. Je trouve que c'est une très bonne façon d'avoir pu intégrer ça dans vos process. C'est vraiment très intéressant puisque c'est pas au détriment de l'humain, bien au contraire. C'est-à-dire que de ce que j'entends de ton discours, c'est vraiment on a conscience qu'il y a toutes ces innovations, que ça va très très vite, mais notre but c'est quand même de faire des formations de qualité. Donc, y compris pour les personnes qui créent les formations, il faut les former, il faut que tout ça puisse être vertueux et qu'on ne laisse pas de côté l'humain, puisque tu as beaucoup parlé d'employabilité, tu as beaucoup parlé aussi de la façon dont il y avait de la co-construction, que ce soit avec vos clients ou au sein même de vos équipes, de réfléchir ensemble pour avoir une forme de synergie, j'imagine. Et du coup, est-ce que tu aurais un mot pour décrire l'avenir de la formation ? Oh là, enrichissante. Très bien. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Agnès pour la qualité de nos échanges. Merci. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Et vous nous retrouvez sur Spotify et sur YouTube, ainsi que tous les autres épisodes du Lab Quark. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Tania.